En Amérique, tout le monde connaît ce qu'on appelle les auteurs theory, qui n'est pas exactement ce que ça a été en France, où ça a été la politique des auteurs, qui a été commencée par vous, par Bazin et par tout un tas de gens dans les années 50. Et je crois que la preuve de ce qui est valable dans cette théorie, c'est on pourrait le trouver dans vos propres films. Dans le sens que vous êtes vraiment auteur. Oui, la politique des auteurs, c'était l'idée que les films n'étaient pas des... Que bien sûr, les films se font en équipe, mais que où quelqu'un a quelque chose à dire, où quelqu'un a des idées sur la vie et sur le cinéma et sur le monde. Et alors tout ce qu'il fait est intéressant, même si un tel film est un peu moins bien que celui d'avant, ou bien c'est quelqu'un qui fait son travail de façon anonyme et ce n'est pas intéressant. C'était ça la politique des auteurs. C'était né d'une phrase de Giraudoux qui disait « Il n'y a pas de pièces de théâtre, il n'y a que des auteurs ». À partir des années 50, la politique des auteurs offre un nouvel éclairage sur le cinéma. Elle a permis de comprendre un objet filmique à l'aune de l'œuvre de son auteur. C'est un travail de mise en contexte, de recherche de cohérence et de continuité. L'œuvre n'est plus le film, mais la filmographie, le réalisateur étant le seul véritable auteur. Il devient un créateur, un démiurge. Cela a permis d'identifier la mise en scène comme étant le véritable langage cinématographique, au-delà du scénario et de l'interprétation des actrices et des acteurs. Si cette approche critique sur le cinéma a suscité l'émergence d'auteurs qui étaient auparavant considérés comme de simples artisans, et même si elle est aujourd'hui quasi incontournable dans l'analyse cinématographique, la politique des auteurs présente cependant certaines limites. Chaque film s'inscrit dans l'histoire du cinéma et n'est jamais une création ex nihilo. Les cinéastes s'influencent les uns les autres, les œuvres se croisent et s'entrecroisent. Les films discutent entre eux, ils se contestent, ils se citent, ils riment, bref, ils se répondent. Chaque film est un palimpseste, une œuvre porteuse d'un point de vue, d'un discours, au sein duquel transparaît entre les lignes les traces d'anciens discours ayant influencé l'œuvre. Et ces anciens discours portaient également en eux la trace d'anciens discours, et ainsi de suite. La vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice n'est jamais qu'un condensé de tout ce qui a pu, de près ou de loin, l'influencer. Outre les multiples influences de son auteur, un film est la résultante d'une myriade de points de vue. Ceux des techniciens, des acteurs, des scénaristes, du réalisateur, chacun veut faire son film, aucun ne réussira. C'est là la singularité du cinéma comme art collectif. Gremlins, par exemple, n'est pas qu'un excellent film du non moins excellent Joe Dante, c'est aussi une œuvre qui porte le message de son scénariste Chris Columbus, l'influence de son producteur Steven Spielberg, et dont l'atmosphère générale est façonnée par la bande-son mémorable de Jerry Goldsmith. Être un réalisateur ou une réalisatrice, c'est avant tout émettre une note d'intention et tenter de faire partager sa vision, certes au public, mais d'abord à son équipe. À peine créé, un film échappe à ses auteurs et devient un objet artistique sans père ni mère, ou plutôt le fils adoptif d'une famille très nombreuse. D'ailleurs, lorsqu'un réalisateur décide de rompre avec ses précédents collaborateurs, l'on se rend compte à quel point un film est une œuvre collective. Ainsi, certains attribuent le naufrage de Dante 01 de Marc Caro à l'absence de Jean-Pierre Jeunet, ou encore le saccage de la saga Alien par Ridley Scott lui-même depuis Prometheus, par son choix d'ignorer le travail des scénaristes Dan O'Bannon, Walter Hill et Ronald Shusett, pourtant à l'origine de cet univers. En somme, un film est le produit d'influence et d'intention, mais aussi de savoir-faire, allant des professions au capital symbolique le plus fort, réalisateurs, scénaristes, producteurs, acteurs, au plus faible, régisseurs, ouvriers, techniciens. Donner vie à la vision du réalisateur passe par la mise en image du chef opérateur, rendu possible par le travail conjoint de tout un panel de métiers techniques, allant du cadreur à l'électricien en passant par le machiniste. Un film est à l'image de la société qui le produit. Il n'existe qu'à travers une multitude d'individus, appartenant à différentes catégories socio-professionnelles, elles-mêmes imbriquées dans divers secteurs d'activité.
À nouveau, la notion d'auteur unique est à relativiser car quiconque mobiliserait exactement les mêmes outils que tel ou tel réalisateur aurait de grandes chances d'accoucher des mêmes films, ou presque. Prenons pour exemple Halloween 3 de Tommy Lee Wallace sorti en 1982. Il n'y a aucune raison de penser que ce film n'était pas important artistiquement pour son réalisateur, qui non seulement a coécrit le scénario, mais était auparavant le directeur artistique sur le premier opus de John Carpenter. Pourtant, absolument tout dans ce film porte l'empreinte de Big John. Que ce soit le format cinémascope, la composition des plans, les personnages, les thèmes abordés ou encore la musique, signée par Carpenter lui-même. En fait, Halloween 3, malgré le changement de poste de Tommy Lee Wallace, reste le pur produit de l'équipe qui avait réalisé ce chef-d'œuvre qu'est Halloween. L'on retrouve Dean Cundey à la photographie, Mustafa Akkad et Debra Hill à la production et John Carpenter à la musique et au scénario. Un réalisateur peut singer la réalisation d'un confrère, et c'est ce que démontre également 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo, qui se réapproprie à la perfection l'identité visuelle de 28 jours plus tard de Danny Boyle. Est-ce à dire pour autant que ni Wallace ni Fresnadillo ne sont des auteurs ? L'on comprend alors que le cinéma n'est que pluriel dans sa conception, mais il l'est aussi dans sa réception. Si Halloween 3 est pourtant proche de l'Halloween premier du nom, il sera totalement rejeté par le public. La Palme d'Or, attribuée hier soir à Cannes au Français Maurice Pialat, est sans doute l'une des plus controversées de l'histoire du cinéma. Quand Yves Montand annonce le verdict du jury, c'est un tonnerre de sifflets, mais aussi d'applaudissements qui éclatent dans la grande salle du Palais des Festivals. Regardez. Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Un film se crée au sein d'un collectif et se destine à un collectif encore plus grand, le public. Or, le public comporte lui aussi autant de points de vue qu'il n'y a d'individus qui le composent. Bien sûr, il est possible de catégoriser ces points de vue et nos trajectoires socio-économiques déterminent nécessairement nos préférences, nos goûts et nos modes de pensée. Le public peut donc se polariser, des groupes convergent, des groupes divergent, l'on se regroupe à travers des avis qui viennent conforter nos croyances. Non seulement un film ne sera jamais parfaitement reçu de la façon dont ses auteurs voulaient qu'il le soit, mais en plus il se peut que le public passe totalement à côté des intentions initiales. Toutefois, ça ne veut pas dire que le film sera mal aimé, mais peut-être que le public se le sera réapproprié. Chaque spectateur est en droit d'insuffler du sens dans l'œuvre qu'il voit. Le réalisateur ne peut pas être le seul tributaire du sens d'un film, d'autant plus que, comme nous l'avons vu, il n'est pas le seul vecteur à travers lequel passe le discours. Et ce sont bien les problèmes de réception qui ont conduit Cédric Jimenez et Gilles Lelouch à se moquer du journaliste irlandais Fiachra Gibbons lorsque celui-ci les alertait lors du Festival de Cannes 2021 sur le discours véhiculé par Bac Nord. Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très 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 fort, mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc on est dans une année d'élection. Et moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu, et je me dis, ah oui, moi, peut-être je vais me voter Le Pen après ça, quoi. Parce que, voilà, parce que les cités, le gens dans les cités, le gens dans les cités, moi, je viens d'une cité en Irlande. Ça démarre fort. Moi, je viens d'une cité en Irlande. Voilà. Attendez, laissez monsieur finir. Non, allez-y, finissez, monsieur. Et alors, peut-être c'est une blague prévue. Et ce sont ces mêmes problèmes de réception qui ont conduit Cédric Jimenez à s'insurger contre les récupérations de son film par l'extrême droite quelques mois plus tard. Parfois, le message d'un film échappe à ses auteurs. Le message d'un film passe à travers tout un ensemble de canaux, tant du point de vue de l'émetteur que du récepteur. En premier lieu, le cinéma est un art à la croisée des arts. Il est à la fois architecture, sculpture, art visuel, musique, littérature et art de la scène. Et chacun des arts mobilisés contribue à façonner le discours de l'œuvre. Ainsi, regarder un film revient à découvrir une mise en scène, des performances d'acteurs et d'actrices, un scénario, des costumes, des décors et une bande-son. C'est autant de vecteurs à travers lesquels un film s'adresse à nous.
Mais le cinéma ne s'adresse pas d'abord à notre intellect, il parle à nos sens, à nos yeux et à notre ouïe, voire plus dans le cadre de l'expérience 4DX, quoi qu'on en pense. Le cinéma s'évertue à nous coller la chair de poule ou bien stimuler nos zygomatiques. Bien sûr, nous produisons des discours sur le cinéma, nous tentons de rationaliser ce que l'on a vu et d'y apposer un regard dit critique, voire pire, nous décernons des récompenses. Mais ça n'est jamais qu'une tentative un peu vaine d'intellectualiser nos émotions, de leur donner une justification. Si j'ai pleuré, c'est que le film était bon. Le cinéma est donc un art destiné au collectif, mais qui plus est, montre du collectif. En effet, la grande majorité des films mettent en scène des humains qui interagissent avec d'autres humains. Or, tout le monde ne vivra pas ces interactions de la même manière, car notre vision est déterminée par nos trajectoires socio-biographiques, c'est-à-dire par nos origines, notre parcours et nos liens sociaux. Par ailleurs, à l'heure où règne encore un individualisme mortifère, il est intéressant de se pencher sur ce caractère éminemment collectif du cinéma, qui, malgré tout, continue largement de faire la part belle, tout au moins le cinéma grand public hollywoodien, à des figures héroïques, voire super-héroïques. Comme si les cinéastes démiurges ne pouvaient s'empêcher de projeter sur leurs personnages une vision personnelle et individuelle du cinéma et même du monde. Nous nous vivons comme des individus mais sommes au final les rouages d'un ensemble beaucoup plus vaste et complexe. Au mieux, l'individu constitue l'atome d'une matière sujette aux affres du temps, des révolutions et des renaissances. Nous constituons collectivement le système. Système qui, paradoxalement, nous écrase. Un individu seul n'a jamais changé la face du monde. Mais peut-on filmer autre chose ? Comment faire du cinéma non plus à l'échelle des individus, mais à l'échelle de l'humain ? Et cette question est importante car changer les représentations, c'est changer nos imaginaires et penser de nouveaux paradigmes. Au fond, le cinéma n'est qu'affaire de paradoxes. Il est à la fois un art et une industrie. Il possède un caractère éminemment collectif, mais éprouve une grande difficulté à filmer autre chose que de l'individu. Il s'adresse à nos corps sensibles, mais nous produisons des discours se voulant rationnels et objectifs. Un film n'est que le résultat d'une multitude de volontés qui s'agrègent, mais nous avons besoin de la politique des auteurs pour cadrer notre analyse, sans quoi nos discours sur un seul et même film seraient interminables. Enfin, pour renouer avec la notion de collectif et d'art en commun, il y a une façon simple, faire l'expérience de la salle de cinéma, car c'est partager nos émotions avec nos congénères, partager notre ressenti et pourquoi pas nos convictions.